La discipline ne naît pas dans la facilité. Elle commence au moment précis où l'envie d'abandonner vous saisit, mais où vous choisissez malgré tout d'avancer. C'est cette décision silencieuse, prise dans l'ombre, quand personne ne regarde, quand tout en vous réclame le confort, mais qu'une voix plus profonde murmure « Non, pas encore ». Cette voix, appelez-la volonté, mission ou âme, est ce qui distingue ceux qui dérivent au gré de la vie de ceux qui la façonnent. Les stoïciens le savaient bien. Ils ne cherchaient pas à maîtriser le monde. Ils ont conquis le seul royaume qui vaille, celui de l'intérieur. L'autodiscipline n'est pas une punition. C'est la pratique de devenir intouchable, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Non pas parce que vous évitez le chaos, mais parce que vous ne pliez plus devant lui. Et dans un monde qui récompense la distraction, la capacité à rester centré est une véritable puissance. Si vous êtes sur le chemin pour devenir plus que la somme de vos impulsions, pour vivre selon des principes et non sous la pression, alors considérez cet abonnement comme un engagement envers cette part de vous-même qui est prête à prendre les rênes. Premièrement, la loi du commandement intérieur. Une guerre se déroule chaque matin, avant même que vos pieds ne touchent le sol. Vous la sentez, cette fraction de seconde de silence, quand le réveil sonne et que votre esprit vous offre des excuses sur un plateau. Tu n'as pas assez dormi. Juste 5 minutes de plus. Tu commenceras demain. Et voilà. Sans même vous en rendre compte, votre première décision de la journée a été dictée par votre humeur. La loi du commandement intérieur consiste à briser ce cycle. Elle consiste à reconquérir ces moments de calme où vous cédez habituellement le contrôle de votre vie à des sentiments passagers. Les stoïciens n'étaient pas des super-héros. Ils étaient humains, fatigués, dépassés, tentés, tout comme vous. Mais ils avaient profondément compris une chose. L'espace entre ce que vous ressentez et ce que vous choisissez est le lieu où réside votre liberté. Ce minuscule espace, c'est tout. C'est là que le caractère se construit, que les habitudes se forgent, que le pouvoir naît. On ne devient pas discipliné en attendant des matins parfaits. On le devient en se levant quand on n'en a pas envie, en prenant une petite décision qui favorise notre avenir plutôt que nos sentiments. Et ces petites décisions s'additionnent. Vous ne faites pas que vous brossez les dents, vous étirez ou ignorez le bouton snooze. Vous vous entraînez. Vous devenez quelqu'un dont les actions ne dépendent plus de ses humeurs, car si vous ne donnez pas le ton, quelque chose d'autre le fera. Un mauvais rêve, un email stressant, un souvenir qui persiste plus qu'il ne le devrait. Et alors, c'est la journée qui vous dirige. Mais lorsque vous menez depuis l'intérieur, tout change. Vous traversez des problèmes sans être consumé par eux. Vous parlez avec clarté même lorsque vous êtes en colère. Vous entrez dans le chaos avec un calme qui déconcerte les autres. Carl Jung a dit un jour « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » C'est ce qui arrive quand vous laissez vos émotions prendre le volant. Vous confondez réaction et destinée. Vous pensez que la vie vous arrive, alors qu'en réalité, vous n'avez simplement pas encore saisi les rênes. Mais vous le pouvez. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'évitement, la respiration plutôt que la panique, le silence plutôt que l'emportement, vous réécrivez le programme. Vous redevenez l'auteur. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être conscient. Car la maîtrise de soi ne vient pas de la suppression des émotions. Elle vient de leur étude. Il s'agit de les observer monter, de les nommer, de les comprendre comme un vieil ami qui se présente sans y être invité, mais qui ne contrôle plus la pièce. La force n'est pas bruyante. Il ne s'agit pas de paraître dur. Il s'agit d'être celui qui ne bronche pas quand tout vacille. Vous ne dirigez pas en dominant les autres, mais en refusant d'être dominé par vous-même.
C'est ce que signifie vivre avec un commandement intérieur. Il ne s'agit pas de ne jamais se sentir anxieux, triste, distrait ou fatigué. Il s'agit de ne pas laisser ces sentiments dicter votre comportement. Vous êtes toujours présent. Vous faites toujours ce qu'il faut. Vous tenez toujours votre parole. C'est cela, le pouvoir. Un pouvoir calme, constant, mérité. Alors, quand la prochaine vague déferlera, et elle le fera, ne demandez pas « Pourquoi je ressens ça ?» Demandez plutôt « Que puis-je encore faire malgré cela ?» C'est là que réside la magie. C'est ainsi que vous devenez la personne vers qui les autres se tournent quand le monde devient bruyant. Parce que vous vous êtes entraîné dans le silence. Vous avez pratiqué la retenue. Vous avez appris à tenir la ligne entre ce qui vous attire et ce qui vous anime. Et cette pratique devient votre avantage. Tandis que d'autres sombrent dans leurs humeurs et perdent des heures, voire des jours, à s'en remettre, vous récupérez en quelques secondes. Parce que vous l'avez déjà fait. Parce que vous avez construit quelque chose de solide à l'intérieur. Inébranlable. Calme. Discipliné. Le commandement intérieur n'est pas inné. C'est quelque chose que vous construisez à travers les petits moments inconfortables où vous choisissez le principe plutôt que la préférence, où vous dites oui à ce que vous aviez promis, même quand votre corps dit non. Et finalement, cette identité devient qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de motivation, car votre discipline avance sans elle. Vous cessez de chercher une structure extérieure, car votre esprit est devenu sa propre boussole. Et vous arrêtez de vous trahir, car la version de vous qui fait les promesses est la même que celle qui les tient. Il y aura des revers. Vous glisserez. Vous vous surprendrez à réagir à des choses que vous pensiez avoir maîtrisées. Ce n'est pas un échec, c'est un retour d'information. Le commandement intérieur n'est pas la perfection, c'est la conscience. C'est revenir sur le chemin plus rapidement, avec moins de drame et plus de grâce. Et avec le temps, les gens le remarqueront. Ils ne le diront pas toujours, mais ils le sentiront. Vous n'êtes pas facilement ébranlé, vous êtes stable, vous réfléchissez avant d'agir. Et dans un monde bruyant, ce genre de présence est une forme de leadership. Non pas parce que vous l'imposez, mais parce que vous avez appris à vous diriger vous-même. Demain matin, lorsque votre esprit vous chuchotera sa liste de raisons pour attendre, faites une pause, juste un instant, respirez et agissez. Que ce soit la première victoire de la journée, le premier vote pour la personne que vous êtes en train de devenir, le monde n'a pas besoin de plus de gens qui courent après le bruit. Il a besoin de plus de gens qui bâtissent un contrôle silencieux. Commencez par là. Commencez maintenant. Car plus vous attendez pour maîtriser vos humeurs, plus vous attendez pour posséder votre vie. Deuxièmement, la loi de la retenue stratégique. Nous vivons dans un monde qui voue un culte à l'urgence. Réagis maintenant, réponds instantanément, publie avant d'y avoir réfléchi. Plus vous êtes bruyant, plus les gens semblent vous prêter attention. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La capacité à faire une pause lorsqu'on est provoqué, à rester immobile pendant que tout le monde s'agite, n'est pas passive. Elle est puissante. Quand vous réagissez à tout, vous devenez prévisible, facile à manipuler, simple à déstabiliser. Mais quand vous apprenez à retenir votre réponse, à observer au lieu de vous précipiter, vous devenez quelque chose de rare. Quelqu'un qui ne peut être appâté. Quelqu'un qui choisit le moment, pas seulement la réaction. Ce type de maîtrise déconcerte les gens. Ils ne savent pas ce que vous pensez, et ce mystère devient votre force. Il existe une forme de domination qui ne requiert aucune force. Elle vient de la possession de soi,
de la conscience que votre énergie est précieuse et que tout le monde ne mérite pas d'en recevoir une part. La retenue stratégique ne consiste pas à s'isoler, mais à choisir quand, où et comment vous vous engagez. C'est apprendre que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées et que toutes les invitations au chaos ne méritent pas une réponse. Quand quelqu'un appuie sur vos boutons et que vous ne bougez pas, vous envoyez un message plus fort que n'importe quel mot. Vous dites « Je ne suis pas contrôlé par cela. Je décide quand parler, quand agir, quand m'impliquer. » Et ce genre de quiétude terrifie les personnes en manque de confiance, car elles vivent de la réaction des autres. Elles ont besoin de votre attention pour se sentir importantes. Lorsque vous la leur retirez, vous exposez la vérité. Elles n'ont aucun pouvoir réel sur vous. Épictète disait « Si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre propre esprit est complice de la provocation. » Dans Oh. Cette phrase est profonde car elle nous rappelle que personne ne nous fait réagir. Nous le choisissons, que nous en soyons conscients ou non. Chaque fois que nous nous précipitons pour nous expliquer, argumenter ou nous emporter, nous permettons à quelqu'un d'autre de dicter notre rythme. Mais lorsque vous prenez du recul, lorsque vous respirez au lieu de bouillonner, vous reprenez votre pouvoir. C'est cela, la retenue stoïcienne. Ce n'est pas de la suppression émotionnelle, c'est de la redirection émotionnelle. Vous sentez la vague monter, mais vous ne la laissez pas prendre le gouvernail. Vous l'observez, vous la nommez, et vous décidez si elle sert votre chemin supérieur. Si ce n'est pas le cas, vous la laissez passer, comme une onde qui n'atteint jamais le rivage. Vous remarquerez quelque chose lorsque vous commencerez à pratiquer la retenue. Le bruit s'estompe, le drame se réduit. Vous cessez d'être entraîné dans des futilités. Vous cessez d'avoir besoin de vous expliquer à des gens qui ont déjà leur opinion. Vous cessez d'essayer de prouver votre valeur dans des conversations qui n'ont jamais eu pour but la vérité. Ce silence devient votre filtre. Il protège votre paix. Il protège votre énergie. Il protège votre clarté. Et dans cet espace, vous recommencez à entendre vos propres pensées. Pures, imperturbables, acérées. Pendant que les autres sont occupés à se donner en spectacle, vous vous préparez. Pendant qu'ils réagissent, vous apprenez. Vous observez les schémas, vous prenez des notes mentales, vous laissez le moment en révéler plus que les mots ne le pourraient jamais. Car les gens se dévoilent toujours si vous leur laissez assez d'espace. Vous n'avez pas à forcer les choses. Certains vous trouveront froid. D'autres vous accuseront d'être distant. Ce n'est pas grave. Laissez-les vous méprendre. Laissez-les deviner. L'inconfort qu'ils ressentent n'est pas votre problème. C'est leur réaction à votre paix. La plupart des gens sont mal à l'aise face à quelqu'un qu'ils ne peuvent ni lire ni déstabiliser. Mais vous n'êtes pas là pour mettre tout le monde à l'aise. Vous êtes là pour vivre en accord avec vous-même, pour rester lucide, pour protéger vos ressources émotionnelles comme de l'or. Car c'est ce qu'elles sont. Il n'y a rien de faible à choisir le calme plutôt que le chaos. Il n'y a rien de passif à choisir d'être sélectif avec son énergie. C'est ainsi que l'on dure. C'est ainsi que l'on gagne en profondeur et pas seulement en vitesse. Dans un monde qui court à l'épuisement, la retenue est un jeu sur le long terme que peu de gens ont la force de jouer. Socrate a dit un jour « Je sais que je suis intelligent parce que je sais que je ne sais rien ». Ce genre d'humilité s'accorde parfaitement avec la retenue. Elle vous rappelle que vous n'avez pas besoin de gagner chaque dispute, de prouver chaque point ou de corriger chaque malentendu. Parfois, la chose la plus intelligente à faire est simplement de garder le silence. Laissez les gens croire ce qu'ils ont besoin de croire. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous construisez. Vous connaissez vos valeurs.
Et quand vous connaissez ces choses profondément, vous cessez d'avoir besoin de les expliquer constamment. Cela ne signifie pas que vous ne parlez jamais. Cela signifie que lorsque vous le faites, vos mots ont du poids, car vous ne parliez pas juste pour être entendu, vous parliez avec intention. Le monde donne le pouvoir à ceux qui tiennent que leur centre. Pensez-y. Les personnes qui ont le plus grand impact ne sont pas les plus bruyantes. Ce sont celles qui parlent le moins, mais qui en disent le plus. Celles dont l'énergie entre dans la pièce avant même leur personne. Celles qui n'ont pas besoin de courir après l'attention, car leur présence la commande. C'est ce que la retenue construit. Elle construit une gravité, une quiétude, une contenance. Et oui, cela vous rend plus difficile d'accès, mais cela vous rend aussi plus difficile à remplacer. Tandis que d'autres se diluent dans la surexposition, vous devenez précieux par votre rareté. Vous parlez moins, mais les gens écoutent plus. Vous vous montrez moins, mais les gens se souviennent plus. Et non pas parce que vous essayez d'être mystérieux, mais parce que vous ne gaspillez pas votre souffle là où cela n'a pas d'importance. La retenue est intentionnelle. Elle s'entraîne. Elle se construit au fil des années, en observant ses propres schémas et en apprenant à les interrompre. En décidant, encore et encore, que la paix est plus importante que d'avoir raison, que la clarté est plus importante que le contrôle, que la direction est plus importante que la distraction. Et une fois que vous avez appris cela, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous commencez à réaliser combien de temps vous perdiez à essayer de réparer, d'expliquer ou de gérer les émotions des autres. Et vous lâchez prise. Non par apathie, mais par alignement. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler et vous laissez le reste s'évanouir. La retenue stratégique vous donne l'espace pour construire. C'est le bouclier silencieux qui vous garde concentré lorsque le monde est chaotique. C'est la compétence qui transforme les déclencheurs en outils. Au lieu d'exploser, vous évaluez. Au lieu de vous défendre, vous décidez. Au lieu de vous précipiter, vous retournez à la quiétude. Ce genre de comportement est rare, et c'est exactement pourquoi il est si puissant. La plupart des gens sont esclaves de leurs réactions. Pas vous. Vous vous êtes entraîné. Vous avez attendu. Vous avez appris à répondre non par impulsion, mais par vision. Et dans cet espace, vous ne survivez pas seulement au bruit. Vous vous élevez au-dessus de lui. Vous devenez un point de référence pour les autres, non pas parce que vous avez crié plus fort qu'eux, mais parce que vous n'en aviez pas besoin. La prochaine fois que vous sentirez l'appel, l'envie de vous jeter dans la mêlée, de répliquer, de gaspiller votre énergie sur des choses qui ne vous construisent pas, faites une pause. Laissez le silence parler. Laissez votre quiétude dire ce que les mots ne pourraient jamais dire. Et souvenez-vous, la retenue n'est pas l'absence de pouvoir. C'est le pouvoir au repos. Le pouvoir contenu. Le pouvoir choisi. Et ce genre de pouvoir, lui, perdure. Troisièmement, la loi de la routine sacrée. Certaines personnes donnent l'impression que la discipline est naturelle, sans effort. Elles se lèvent tôt, accomplissent leurs tâches, restent constantes, même les jours où tout semble de travers. Ce n'est pas qu'elles sont différentes, c'est qu'elles ont rendu automatiques les parties les plus difficiles. Elles ont bâti des routines qui fonctionnent, qu'elles aient envie de s'y mettre ou non. C'est le secret que la plupart des gens ignorent. La discipline ne vient pas de sursaut d'inspiration. Elle grandit par la répétition. Une répétition calme, constante, ordinaire. Pas celle qui impressionne les autres, mais celle qui vous transforme quand personne ne regarde. La routine sacrée ne consiste pas à devenir une machine. Elle consiste à aligner vos actions sur vos valeurs si étroitement que faire ce qui est juste devient votre mode par défaut. Lorsque votre journée a un rythme, tout devient plus fluide.
Vous n'avez pas à débattre avec vous-même pour savoir si vous allez sortir du lit ou si vous allez vous entraîner aujourd'hui. Vous le faites simplement, parce que c'est ce que vous faites. Les stoïciens enseignaient que nous devrions vivre en accord avec la nature. Pas seulement le monde qui nous entoure, mais notre propre nature profonde. Et cette nature devient plus claire à mesure que vous éliminez les frictions de votre vie. Des frictions comme l'indécision ou l'attente de la motivation. Lorsque vos actions sont liées à qui vous êtes plutôt qu'à ce que vous ressentez, vous libérez votre esprit pour vous concentrer sur des choses plus importantes. La vie devient moins un effort constant et plus une impulsion silencieuse. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie du jour au lendemain. La routine sacrée commence petit. Une habitude matinale. Un rituel pour conclure la soirée. Un bloc de temps chaque jour où vous protégez votre concentration. Peut-être est-ce 10 minutes de silence, peut-être une marche, ou peut-être simplement écrire ce que vous voulez accomplir demain. Ce qui compte, c'est la constance, car chaque action répétée est un vote pour votre avenir. Vous sculptez littéralement votre identité par la répétition. Et une fois que vos habitudes correspondent à votre mission, la discipline cesse d'être une contrainte. Elle devient un flux. Une confiance tranquille naît de la structure. Cela ne signifie pas que vous êtes rigide. Cela signifie que vous êtes enraciné. Même lorsque la vie vous bouscule, vous retournez à votre rythme. Vous ne partez pas en vrille. Vous ne vous perdez pas. Vous vous réinitialisez. C'est la beauté de la routine. C'est une bouée de sauvetage. Quand tout semble chaotique, vos systèmes vous offrent une base solide sur laquelle vous tenir. C'est pourquoi le stoïcisme met l'accent sur la préparation, non seulement pour les crises, mais pour bien vivre chaque moment ordinaire. Épictète disait « Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. » C'est le fondement de la routine. Décidez qui vous êtes, puis prouvez-le par ce que vous faites. Encore, et encore, et encore. La routine sacrée n'exige pas que vous soyez parfait. Elle vous demande simplement d'être présent, de faire de petits mouvements intentionnels dans la direction où vous voulez aller. Vous ne vous sentirez pas toujours inspiré. Certains jours, vous serez fatigué, distrait, démotivé. C'est normal. Mais les personnes disciplinées n'attendent pas le bon sentiment. Elles agissent quand même. Et c'est ce mouvement, lent, imparfait, constant, qui construit la force mentale que la plupart des gens recherchent à travers des astuces éphémères et du battage médiatique. Pendant que d'autres cherchent l'intensité, vous vous concentrez sur la continuité. Pendant qu'ils s'épuisent à courir après des sommets, vous empilez tranquillement les briques. Carl Jung a dit un jour « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Et cette vérité est percutante, car nous avons tous des idées sur qui nous voulons être. Mais sans routine, ces idées flottent. Elles s'estompent. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais si votre emploi du temps ne les reflète pas, votre identité ne prend jamais forme. C'est pourquoi la routine ne concerne pas seulement la gestion du temps, elle concerne le caractère. Vous entraînez votre système nerveux à vous faire confiance, à croire que lorsque vous dites que quelque chose est important, vous irez jusqu'au bout. Cette confiance devient le fondement de tout le reste. L'assurance, la résilience, la paix. Pensez à l'énergie que vous gaspillez lorsque vous n'avez pas de structure. Chaque décision devient plus lourde. Dois-je travailler maintenant ou plus tard? Dois-je faire défiler les réseaux pendant 5 minutes ou commencer le projet? Et si je sautais la salle de sport, juste pour cette fois? Oh, ça. Sans routine, vous êtes en négociation constante avec vous-même, et cette négociation épuise votre volonté. Mais lorsque la structure est en place, vous conservez cette énergie. Vous agissez sans ce tiraillement intérieur.
Cette liberté n'est pas restrictive. Elle est libératrice. Vous cessez de dépendre d'une motivation fugace et commencez à vous appuyer sur vos systèmes. Il y a quelque chose de sacré dans la répétition. Faire quelque chose non pas parce que c'est nouveau ou excitant, mais parce que cela vous ancre, parce que cela relie aujourd'hui à demain, parce que cela vous rappelle qui vous êtes en train de devenir. Sénèque écrivait « Il n'y a pas d'homme plus malheureux que celui qui ne fait jamais face à l'adversité, car il ne lui est pas permis de se prouver à lui-même. » Cette preuve commence souvent dans la pratique quotidienne, pas dans de grands actes héroïques, mais dans la discipline silencieuse de se présenter encore et encore, d'écrire quand on n'est pas inspiré, de s'entraîner quand on a des courbatures, de réfléchir quand on préférerait se distraire. Ce ne sont pas seulement des habitudes, ce sont des signaux que vous envoyez à votre futur vous, lui indiquant que vous ne laissez pas votre croissance au hasard. La beauté de la routine sacrée est qu'elle s'adapte à mesure que vous grandissez. Ce qui fonctionnait pour vous l'année dernière doit peut-être changer maintenant. Ce n'est pas un échec, c'est un raffinement. Les personnes disciplinées ne s'accrochent pas à la structure, elles la font évoluer. Elles la simplifient. Elles suppriment ce qui ne sert plus leur objectif et renforcent ce qui fonctionne. C'est ainsi que vous maintenez une dynamique fraîche. Vous restez flexible dans la forme, mais constant dans le principe. Et avec le temps, la routine devient plus qu'une simple action. Elle devient un rythme. Elle devient une stabilité. Elle devient une identité. Aristote a dit « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » C'est la vérité silencieuse derrière la grandeur, la paix et le progrès durable. Il ne s'agit pas d'un effort occasionnel. Il s'agit de ce vers quoi vous revenez sans cesse. Les personnes disciplinées n'ont pas besoin de se motiver chaque jour. Elles ont bâti une vie qui fonctionne selon un but. Une vie qui ne s'effondre pas lorsque les choses deviennent difficiles, car elle a été construite brique par brique, dans les heures ordinaires. Si vous vous sentez perdu, commencez par là. Ne cherchez pas un changement radical, cherchez un rythme. Bâtissez une habitude, puis une autre, et protégez-les comme si elles comptaient. Parce qu'elles comptent, non pas parce qu'elles impressionnent qui que ce soit, mais parce qu'elles vous façonnent. C'est cela, la véritable routine sacrée. C'est l'art de se souvenir de qui l'on est, même lorsque le monde devient bruyant. C'est la structure qui vous soutient quand vos émotions vous lâchent. Et c'est la preuve que chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers quelque chose de solide, de durable, de digne de la personne que vous devenez. 4. La loi de la force durable. Tout le monde aime les commencements. L'étincelle est facile, cet instant de clarté où l'on se dit « Ça y est, je change ». On achète l'agenda, on range la pièce, on écrit ses objectifs, et pendant un temps, on a l'impression de progresser. Mais les débuts sont trompeurs. Ils nous font croire que l'élan est permanent. Ils ne nous préviennent pas de ces matins où plus rien ne semble en valoir la peine, de ces semaines où la vie accumule son poids sur nos épaules et nous demande de continuer à marcher quand même. C'est là que la plupart des gens disparaissent, non pas par manque de talent ou d'idées, mais par manque d'endurance. Cette capacité à continuer non seulement quand c'est difficile, mais aussi quand c'est ennuyeux, ingrat, invisible. C'est là que se fait la vraie différence. C'est ce qui sépare ceux qui parlent de ceux qui deviennent. L'endurance n'a rien de glamour. Elle ne se publie pas bien sur les réseaux sociaux. Elle ne reçoit pas d'applaudissements. En fait, elle passe généralement inaperçue au début, mais elle est la graine de toute transformation qui dure. Car l'endurance n'est pas une persistance aveugle. C'est la lucidité sous la pression. C'est savoir ce que l'on construit et s'y tenir même lorsque l'émotion s'estompe,
même quand on se sent oublié, même lorsque le doute commence à murmurer à notre oreille. La plupart des gens recherchent la motivation comme si c'était la solution, mais la motivation est instable. Elle va et vient comme le temps. L'endurance est différente. Elle est enracinée dans la décision, dans le caractère, dans la conviction silencieuse que notre chemin a de l'importance, même s'il est invisible pour tous les autres. Il y aura toujours une voix dans votre tête vous disant qu'il est acceptable d'arrêter, que personne ne vous en voudrait, que vous en avez déjà assez fait. Mais la part disciplinée de vous, celle que vous avez entraînée en silence, sait que c'est faux. Elle ne cherche pas la validation, elle cherche la victoire. Pas une victoire bruyante, mais une victoire personnelle, du genre que personne d'autre ne remarquera peut-être, mais que vous ressentirez jusqu'au plus profond de vos os. Les stoïciens croyaient en la préparation à la difficulté, non à son évitement. Ils ne voyaient pas la douleur comme une chose à craindre, mais comme une forge, un lieu où les valeurs sont éprouvées et où la force est façonnée. Épictète a dit un jour, « Les difficultés sont ce qui révèle un homme. » C'est là le cœur de la force durable. Ce n'est pas la façon dont vous agissez quand les choses sont faciles, c'est qui vous restez lorsque la vie exerce sa pression. Il y aura des revers. Il y aura de longues saisons où les progrès seront lents, incertains, voire invisibles. L'homme discipliné continue d'avancer, non pas parce qu'il aime l'épreuve, mais parce qu'il respecte le processus. Il comprend que la récompense n'est pas toujours immédiate, que la croissance se produit souvent sous la surface, à l'abri des regards, comme des racines s'étendant dans le sol. Et un jour, alors que les autres se demanderont comment il est si serein, si capable, si calme, ils oublieront les années d'efforts invisibles qui ont bâti cette fondation. Car c'est ce que fait l'endurance. Elle s'accumule. Chaque jour où vous persévérez, même un peu, vous ajoutez une pierre à une structure qu'ils ne peuvent pas voir, une forteresse mentale de plus en plus difficile à ébranler. Carl Jung a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et ce que vous devenez n'est pas déterminé par la qualité de votre départ, mais par la fréquence à laquelle vous restez, la fréquence à laquelle vous vous relevez après être tombé, la fréquence à laquelle vous choisissez la patience plutôt que la panique. Et oui, ce choix est difficile. Certains jours, vous remettrez tout en question. Certains jours, votre énergie aura disparu et il ne vous restera que votre engagement. C'est suffisant. C'est là que se trouve le test. Non pas de savoir si vous brillez, mais si vous êtes présent dans l'obscurité, si vous pouvez garder votre intégrité lorsque personne n'applaudit. C'est ce qui donne du poids à votre parole. C'est ce qui rend votre force réelle. La plupart des gens abandonnent juste avant que la courbe ne s'inverse, juste avant que les résultats ne commencent à apparaître, parce qu'ils s'attendaient à un retour rapide. Ils s'attendaient à ce que ce soit facile. Mais le chemin de la maîtrise est long, répétitif et souvent silencieux. C'est pourquoi la constance est si rare, non pas parce que les gens ne veulent pas réussir, mais parce qu'ils s'attendent à la facilité et s'en vont quand elle n'est pas là. La personne disciplinée voit la difficulté et reste malgré tout. Elle ne confond pas l'inconfort avec un panneau stop. Elle l'utilise comme un signal qu'elle entre dans un territoire où la plupart ne la suivront pas. Et c'est là que l'avantage se construit. Pas dans des élans extraordinaires, mais dans la répétition ordinaire. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Cette force n'est pas ostentatoire. Elle ne se manifeste pas par de grandes déclarations. Elle apparaît dans le refus silencieux de plier, dans la décision de réessayer après un échec, dans le choix de maintenir un standard même lorsque personne d'autre ne semble s'en soucier. Et avec le temps, cette constance devient intimidante. Les gens ne la comprendront pas toujours. Ils diront que vous êtes trop sérieux, trop concentré, trop engagé.
ce n'est pas grave. Laissez-les sous-estimer ce qu'une croissance lente et régulière peut accomplir. Laissez-les ignorer ce qui se passe lorsque vous refusez d'abandonner. Le monde respecte ce qui ne cède pas sous la pression, ce qui ne disparaît pas quand les choses deviennent difficiles. La plupart des gens abandonnent, puis accusent le système, les circonstances. Mais au fond, ils savent que ce n'était pas le système. C'était le manque de ténacité, l'absence de cette résolution intérieure qui continue d'avancer quand les choses semblent lourdes, inutiles, solitaires. Cette résolution n'est pas héritée, elle se construit au fil des jours, où l'on préférerait être n'importe où ailleurs, à faire n'importe quoi d'autre, mais où l'on reste. Et chaque fois que vous restez, vous vous prouvez que vous n'êtes plus contrôlé par vos seuls sentiments, que vos actions sont ancrées dans quelque chose de plus profond que la commodité. Sénèque dit, « Parfois, même vivre est un acte de courage. » Et parfois, continuer est la plus haute expression de la discipline. Se réveiller et réessayer. Se présenter avec des muscles endoloris, un cœur fatigué, sans aucun projecteur, et donner quand même le meilleur de soi-même. Parce qu'au fond de vous, vous savez quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. La force n'est pas un moment, c'est une habitude. Et cette habitude se construit à travers la résistance, la fatigue, l'échec. Chacun de ces moments vous façonne, il ne vous punit pas. Il vous apprend à durer. Et lorsque les tempêtes viendront, et elles viendront, vous n'aurez pas à feindre votre calme. Vous l'aurez mérité. La force durable n'est pas bruyante. Elle n'en a pas besoin. Ce n'est pas quelque chose que vous devez prouver, c'est quelque chose que vous portez en vous. Et lorsque les autres s'effondreront sous la pression, vous tiendrez bon. Non pas parce que vous êtes sans peur, mais parce que vous avez traversé la peur suffisamment de fois pour ne plus la laisser vous guider. Vous avez construit un rythme qui survit au chaos, un état d'esprit qui s'attend aux défis, et une discipline qui n'attend pas de se sentir prête. Elle avance, tout simplement. Ce mouvement, lent, régulier, intentionnel, est ce qui sépare les gens qui s'effacent de ceux dont on se souvient. Non pas parce qu'ils étaient les plus bruyants, mais parce qu'ils étaient encore debout lorsque le bruit s'est tu. 5. La loi de l'impulsion maîtrisée. Il y a un instant, si bref que la plupart des gens ne le remarquent jamais, mais c'est là que tout dans votre vie se décide. Ce minuscule espace entre une impulsion et ce que vous en faites. Il est invisible, mais il détient votre avenir. C'est là que commence la loi de l'impulsion maîtrisée. Un geste rapide, et soudain, vous avez perdu 45 minutes. Une réplique sarcastique et une relation commence à se fissurer. Une envie nocturne, et l'habitude que vous construisiez s'effondre. Le problème n'est pas que vous ressentez des choses, c'est que vous les laissez voter sans filtre. La maîtrise de l'impulsion ne consiste pas à tuer l'émotion. Elle consiste à étirer cet espace entre l'étincelle et l'incendie, à transformer un réflexe en une décision. Et quand vous apprenez à faire cela, même un peu, vous commencez à réaliser à quel point vous avez cédé votre pouvoir. L'impulsion veut que vous agissiez vite. Elle veut que vous cliquiez, mangiez, réagissiez, criez, vous évadiez. Elle murmure, « Juste cette fois. » Elle promet la facilité, mais ce qu'elle offre rarement, c'est la clarté. Ce qui semble urgent sur le moment paraît généralement stupide avec le recul. Alors, au lieu d'obéir à cette attraction soudaine, faites une pause. Juste une pause. Prenez une grande inspiration. Demandez-vous, cette réaction est-elle vraiment la mienne, ou est-ce quelque chose que j'ai simplement répété si longtemps que cela me semble automatique? Vous n'avez pas besoin de la juger. Vous avez juste besoin de la voir. Car au moment où vous observez une impulsion, vous brisez son emprise. Et dans cette brèche, aussi petite soit-elle, vous reprenez les commandes. Vous cessez d'être traîné.
Vous commencez à choisir. Les stoïciens ne cherchaient pas à effacer l'émotion. Ils cherchaient à la comprendre, à s'asseoir avec elle comme un invité, non comme un dictateur. À sentir la colère monter, mais sans la laisser tenir le volant. À percevoir le désir, mais sans le laisser les conduire dans des endroits qu'ils regretteraient. Vous apprenez à tenir l'émotion sans être tenu par elle. Il y a une dignité dans la retenue. Une sorte de force calme qui vient du fait de savoir que vous auriez pu réagir, mais que vous ne l'avez pas fait. Que vous avez vu la flamme et choisi de ne pas jeter d'huile sur le feu. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. La plupart des gens ne font que reproduire des schémas qu'ils n'ont jamais pris le temps d'examiner. Ils pensent faire des choix, mais en réalité, ils ne font que répondre à une programmation. De vieilles blessures, des habitudes incontrôlées, le bruit environnant. Lorsque vous ralentissez et que vous mettez en lumière ces schémas, vous créez des options. Vous commencez à remplacer la réaction par la réflexion. Vous pouvez ressentir l'envie sans la laisser vous dévorer. Vous pouvez ressentir la honte sans la laisser vous paralyser. Vous pouvez ressentir l'attirance, la distraction, la frustration, et au lieu de les laisser se déchaîner, vous les tenez dans vos mains et vous demandez « Que ferait la meilleure version de moi-même avec ceci ?» Vous n'êtes pas ici pour vivre comme un robot. Vous êtes ici pour vivre avec intention. Et cela signifie apprendre à canaliser l'énergie, pas à y échapper. La colère peut devenir de la motivation. La peur peut devenir de la concentration. Même la tentation, lorsqu'elle est examinée honnêtement, peut révéler ce dont vous avez réellement besoin, pas seulement ce que vous désirez. Mais cette transformation ne se produit pas par défaut. Elle se produit par la répétition, par les petits moments quotidiens où vous choisissez de ne pas vous emporter, où vous vous éloignez d'un piège à dopamine, où vous résistez à l'envie de vous anesthésier et vous asseyez plutôt avec ce qui est réel. C'est là que vous construisez votre force, pas en surface, mais au plus profond de vous. Pensez à votre impulsion comme à une vague. Elle monte, s'écrase et disparaît. Si vous réagissez pendant la montée, vous êtes à sa merci. Mais si vous attendez ne serait-ce que 30 secondes, vous constaterez souvent que la vague perd de sa force. Vous retrouvez votre esprit. Vous vous souvenez de vos valeurs. Vous choisissez avec clarté, non par compulsion. C'est pourquoi une grande partie de la maîtrise de l'impulsion repose sur de simples rituels d'ancrage. Lorsque l'envie vous frappe, respirez, sortez, écrivez ce que vous ressentez au lieu de le mettre en acte. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des outils. Ils vous donnent de la distance. Ils vous donnent du pouvoir. Et avec le temps, ils vous aident à réentraîner votre système nerveux à répondre avec calme plutôt qu'avec chaos. Aristote a dit « Ce qu'il est en notre pouvoir de faire, il est aussi en notre pouvoir de ne pas le faire. » Piqueur. Vous ne devez pas votre énergie à chaque déclencheur. Vous n'avez pas besoin de terminer chaque dispute. Vous n'avez pas besoin de satisfaire chaque envie. Ce n'est pas de la répression, c'est de la redirection. C'est la différence entre être celui qui conduit et celui qui est traîné. Et une fois que vous ressentez cette différence, ne serait-ce qu'une fois, il est difficile de revenir en arrière. Vous commencez à apprécier le sentiment de ne pas céder, de vous éloigner de quelque chose qui vous contrôlait autrefois. C'est un réel progrès. Pas un changement bruyant et spectaculaire, mais une reconquête silencieuse de votre libre arbitre. Plus vous pratiquez la retenue, plus vous vous faites confiance. C'est quelque chose dont les gens ne parlent pas assez. La plupart des gens ont du mal avec la confiance en soi parce qu'au fond, ils savent qu'ils se sont trahis trop de fois. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Ils ont agi sous le coup de l'impulsion et ont dû ensuite réparer les dégâts.
Mais lorsque vous commencez à faire des choix différents, lorsque vous commencez à vous montrer que vous pouvez tenir bon, vous reconstruisez cette confiance. Vous cessez d'avoir besoin de la validation extérieure. Vous cessez de craindre l'inconfort. Vous devenez quelqu'un qui ne bronche pas chaque fois que le monde appuie sur un bouton. Platon a dit un jour, « La première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. » Cette victoire n'est pas bruyante. Elle ne vient pas avec une médaille, mais elle change tout. Parce que lorsque vous pouvez dire non aux choses qui vous affaiblissent, vous ouvrez un espace pour les choses qui vous font grandir. Vous n'avez plus besoin de fuir vos impulsions, car elles ne vous dirigent plus. Vous commencez à vivre selon des principes, non sous la pression. Avec sagesse, non par réaction. Avec clarté, non dans la confusion. La maîtrise de l'impulsion ne signifie pas devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Elle signifie devenir qui vous êtes vraiment, sous le bruit, sous les habitudes, sous les distractions. C'est votre capacité à répondre comme la personne que vous voulez être, pas seulement la personne que vous avez été. C'est cela, la liberté. Non pas faire tout ce que vous ressentez, mais faire ce qui est en accord avec la personne que vous construisez. C'est là que se situe le changement. C'est là que réside le pouvoir. Et il commence dans le plus petit des espaces, l'espace entre la pensée et l'action. C'est là que vous gagnez. Un instant à la fois, un choix à la fois. Jusqu'à ce que la réaction devienne réponse et que votre vie commence à refléter non pas vos impulsions, mais vos valeurs. 6. La loi de la préservation de l'énergie. Vous vous réveillez avec une batterie pleine, mais à midi, vous vous sentez vidé. Et ce n'est pas parce que vous avez couru un marathon ou construit quelque chose de significatif. C'est parce que vous avez laissé fuir votre énergie dans des conversations futiles, en faisant défiler des choses qui vous ont mis en colère sans rien changer, en vous justifiant auprès de personnes qui n'ont jamais vraiment voulu comprendre. Par de petites réactions constantes à tout ce qui n'a pas d'importance. Et pourtant, vous vous demandez où est passée votre motivation. Elle n'a pas disparu. Elle a été dispersée, gaspillée pour des choses qui ne font que prendre et ne donnent jamais. C'est le danger silencieux de vivre sans limite. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas spectaculaire. C'est juste une fuite lente et avec le temps, elle vous prive de tout ce qui compte. La préservation de l'énergie ne consiste pas à se cacher de la vie. Elle consiste à devenir sélectif dans son engagement. C'est réaliser que vous n'êtes pas censé être disponible pour tout le monde, tout le temps. Ce n'est pas parce que quelque chose sollicite votre attention qu'il la mérite. Les stoïciens le comprenaient profondément. Ils savaient que votre énergie est votre monnaie la plus sacrée. Marc Aurèle écrivait « Demandez-vous à chaque instant, est-ce nécessaire? Cela ne concerne pas seulement les tâches, cela concerne les gens, les plateformes, les habitudes, les pensées, car tout ce qui entre dans votre monde ne mérite pas d'y rester. Regardez votre vie quotidienne, quelle part de celle-ci vous nourrit et quelle part se nourrit de vous? Combien de vos conversations vous laissent plus léger, plus concentré, plus clair? Et combien vous laissent avec un sentiment de lourdeur, comme si votre cerveau avait été écorché à vif? La préservation de l'énergie commence par un bilan honnête, par le fait de couper les ponts, non par cruauté, mais par respect pour soi-même. Vous n'avez pas été fait pour porter le chaos de tout le monde. Vous n'avez pas été conçu pour réagir à chaque gros titre, chaque notification, chaque insulte. Vous êtes ici pour construire, pour penser, pour grandir. Et ces choses nécessitent de l'énergie, une énergie propre, concentrée, non polluée. Les personnes que vous gardez au plus près de vous devraient vous aiguiser, pas vous épuiser. Cela ne signifie pas qu'elles sont toujours d'accord avec vous. Cela signifie qu'elles vous mettent au défi avec bienveillance. Elles vous poussent en avant,
pas sur le côté. Sénèque a dit un jour, « Fréquentez les gens susceptibles de vous améliorer. » L'inverse est également vrai. Éloignez-vous de ceux qui apportent de la confusion, le drame ou la distraction. Non pas parce que vous les détestez, mais parce que vous aimez votre paix et que vous réalisez enfin à quel point elle est rare et précieuse. Pensez à votre attention comme à de l'eau s'écoulant dans un tuyau. Chaque fissure, chaque fente, chaque fuite affaiblit la pression. Si vous laissez cette eau aller où elle veut, elle s'évapore. Mais lorsque vous réparez les fuites et la dirigez avec un but, elle devient une force. C'est ainsi que fonctionnent les personnes concentrées. Ce n'est pas qu'elles ont plus d'énergie, c'est qu'elles en gaspillent moins. Elles ne se laissent pas entraîner dans chaque section de commentaires. Elles ne débattent pas avec des gens qui argumentent de mauvaise foi. Elles ne poursuivent pas 5 choses à la fois en appelant cela de l'ambition. Elles vont en profondeur. Elles conservent. Elles protègent leur carburant pour les batailles qui comptent. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Mais comment pouvez-vous y parvenir si votre énergie est constamment détournée par le bruit? Devenir soi-même exige du calme, de la réflexion, de la profondeur. Et rien de tout cela ne survit dans un esprit toujours connecté et tiraillé. C'est pourquoi vous devez créer des poches de protection, du temps qui n'appartient qu'à vous. Un espace où vos pensées ne sont pas façonnées par le chaos des autres, où votre esprit peut respirer. Parce qu'un esprit fatigué ne construit pas. Il réagit, il copie, il survit, mais il ne crée pas. La préservation de l'énergie signifie également respecter votre corps, votre nourriture, votre repos, votre souffle. Vous n'avez pas besoin d'être extrême. Vous devez juste être intentionnel. Buvez de l'eau lorsque votre esprit est embrumé. Sortez lorsque les murs commencent à se refermer sur vous. Bougez votre corps avant que vos pensées ne deviennent toxiques. Les actes les plus simples créent souvent les plus grands changements. Et une fois que vous réalisez que vos habitudes physiques sont le fondement de votre état mental, vous cessez de les traiter comme des corvées facultatives. Vous commencez à les voir comme des piliers, car un corps épuisé portera toujours un esprit dispersé. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez besoin de faire moins, mais avec plus de sens. Cessez de mesurer vos journées à la quantité de choses que vous y avez insérées. Commencez à les mesurer à l'importance de ce que vous avez fait. 1 heure de clarté vaut mieux que 6 heures de distraction. Une conversation enrichissante vaut mieux que 5 conversations épuisantes. Une décision prise en pleine conscience vaut mieux que 10 suppositions hâtives. Vous ne manquez pas de temps, vous manquez d'attention. C'est cela qui doit changer. Aristote a dit, « L'énergie de l'esprit est l'essence de la vie. » Si c'est vrai, alors chaque fois que vous dépensez votre énergie sans conscience, vous érodez votre propre essence. Et pourquoi? Pour une décharge de dopamine? Pour l'illusion d'être à jour? Pour l'approbation de personnes qui ne remarqueraient pas si vous disparaissiez demain? Ce n'est pas vivre, c'est fuir. Et quand vous cessez de fuir, vous commencez à diriger. Vos pensées deviennent plus claires, vos décisions plus nettes, votre voix intérieure plus forte, parce qu'il y a enfin de la place pour qu'elle s'exprime. Vous saurez que vous préservez votre énergie lorsque vous commencerez à dire non plus souvent. Lorsque le silence deviendra votre état par défaut, et non votre inconfort. Lorsque vous cesserez de vous jeter dans les choses simplement parce qu'elles semblent urgentes. Et lorsque les gens commenceront à se demander comment vous êtes si calme, si concentré, si clair, ils supposeront que c'est du talent ou de la chance, mais ce n'est pas le cas. C'est de la discipline. La discipline de choisir la paix plutôt que la participation, la profondeur plutôt que le bruit, le carburant intentionnel
plutôt que l'épuisement constant. Cela ne signifie pas que vous devenez indifférent ou déconnecté. Cela signifie que vous devenez centré, ancré dans ce qui compte, amarré à ce qui vous construit. Et lorsque le bruit deviendra à nouveau fort, comme il le fait toujours, vous ne serez pas emporté. Vous saurez quoi faire. Vous saurez quoi ignorer, quoi relâcher, quoi conserver. Parce que vous vous souviendrez que votre énergie n'est pas illimitée, mais que votre capacité à choisir où elle s'écoule, elle, est un super pouvoir. Et plus vous la respectez, plus vous devenez puissant. Silencieusement, pleinement, sans demander la permission. 7. La loi de la vision disciplinée. La discipline sans vision n'est qu'un élan dans le noir. Vous avez beau courir vite, cocher toutes les cases et même surpasser les autres. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous finirez par vous effondrer. Peut-être pas d'un seul coup, mais lentement, silencieusement, comme un édifice sans fondation. C'est ce qui rend cette loi différente. Ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de direction. Et si votre direction n'est pas claire, votre discipline devient un masque. Vous avez l'air productif, mais vous vous sentez vide. Vous avancez vite, mais vous n'allez nulle part où cela compte vraiment. Les stoïciens comprenaient que le pouvoir sans but mène à la ruine. Il ne suffit pas d'être constant. Il faut être intentionnel. Que construisez-vous? Qui devenez-vous non pas en surface, mais en profondeur? Votre vision n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Elle n'a pas à être grandiose, mais elle doit être réelle. Quelque chose à quoi vous raccrochez lorsque la motivation disparaît, quelque chose d'assez solide pour vous porter à travers le chaos de la vie. Car la vie deviendra chaotique. Et quand ce sera le cas, ceux qui manquent de direction se mettront à tout poursuivre, n'importe quoi pour avoir un sentiment de contrôle. Mais ceux qui ont défini leur vision restent ancrés. Leur chemin ne disparaît pas. Il se précise. Voilà la différence que fait une vision disciplinée. Elle filtre le bruit. Elle protège votre temps. Elle supprime la culpabilité de dire non. Lorsque vous connaissez votre montagne, vous cessez d'errer dans des vallées sans importance. Chaque action commence à avoir du poids. Vous ne vous levez pas simplement tôt. Vous vous levez aligné. Vous ne travaillez pas seulement dur. Vous travaillez vers un but. Cette distinction change tout. Au moment où vous connectez la discipline à la vision, votre vie cesse de ressembler à une liste de tâches et commence à ressembler à une mission. Une mission silencieuse et personnelle qui ne mendie pas l'approbation, mais qui refuse d'être ignorée. Et pourtant, la plupart des gens sautent cette étape. Ils copient les objectifs des autres, poursuivent les images qu'on leur impose et se demandent pourquoi leur progrès semble creux. Mais une vision ne s'hérite pas. Elle se découvre, non pas dans le bruit, mais dans le silence, en s'asseyant avec soi-même, loin des moments forts de la vie des autres. Carl Jung a dit « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. » Cet éveil ne vient pas en courant après quelque chose. Il vient en se souvenant, en traversant la pression et en se demandant « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» Cette question exige du courage, car elle révèle souvent que vous avez construit les mauvaises choses pour les mauvaises raisons. Mais cette prise de conscience n'est pas un échec. C'est une libération. Une fois que vous savez ce que vous voulez vraiment, ce qui s'aligne avec vos valeurs, votre nature, votre rythme, alors la discipline devient un outil, pas un fardeau. Vous arrêtez de forcer les choses qui ne conviennent pas. Vous cessez de vous accrocher à des objectifs qui impressionnent les autres, mais qui affament votre âme.
Vous commencez à construire quelque chose qui dure parce que cela vient de qui vous êtes vraiment, pas de qui vous prétendez être. La vision n'élimine pas la lutte, elle lui donne un sens. Lorsque votre direction est claire, vous pouvez endurer davantage. Le sacrifice ne ressemble plus à une perte, mais à une construction. Vous ne faites pas que sauter une soirée. Vous levez tôt ou vous éloignez des distractions. Vous posez des briques. Chaque choix devient un fil dans quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui se forme tranquillement en arrière-plan pendant que le reste du monde court après les victoires faciles. C'est cette concentration à long terme, ancrée dans une vision disciplinée, qui sépare le bruit de l'héritage. Socrate a dit un jour, « Une vie sans examen ne vaut d'être vécue. » Mais il ne suffit pas de réfléchir, il faut s'aligner. La réflexion sans alignement n'est que du désordre mental. La personne disciplinée utilise la réflexion comme une boussole. Chaque semaine, chaque mois, chaque saison, elle prend du recul. Elle se demande « Est-ce que j'avance vers ce que j'ai dit qui comptait? Mes habitudes reflètent-elles mes valeurs? Mes actions construisent-elles une vie que je respecte vraiment? » Ce type de questionnement n'affaiblit pas votre rythme, il l'aiguise. Vous ne changez pas de direction chaque fois que la vie devient difficile, mais vous vous ajustez. Vous affinez. Vous vous adaptez tout en restant fidèle au cœur de votre mission. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la vision. Ils pensent qu'elle doit être fixe, immuable, permanente. Mais une vision disciplinée grandit avec vous. Elle mûrit. Les détails changent, mais le centre, les valeurs fondamentales, l'appel plus profond, restent. C'est ce à quoi vous revenez quand la vie vous secoue. C'est la boussole que vous tenez quand le chemin devient brumeux. Car même si vous ne voyez pas toute la montagne, vous connaissez la direction, et c'est suffisant pour continuer à marcher. Aristote a dit « Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. » Quand vous savez ce que vous voulez, et plus important encore, pourquoi, alors vos non deviennent plus fermes. Il devient plus facile de s'éloigner des distractions. Vous ne dites plus oui par peur de manquer quelque chose. Vous dites oui par alignement. Vous dites non par clarté. Et lentement, votre vie commence à refléter quelque chose de rare. Un ordre intérieur. L'extérieur peut encore être chaotique, mais à l'intérieur, vous êtes structuré, calme, dirigé. C'est là que naît la vraie confiance, non pas de l'enthousiasme passager ou d'une positivité factice, mais de la certitude que chaque jour vous honorez une vision qui a réellement un sens. Vous ne perdez pas votre vie à gravir l'échelle de quelqu'un d'autre. Vous construisez la vôtre. Et cette sorte de cohérence intérieure se manifeste dans votre façon de parler, dans votre façon d'entrer dans une pièce, dans votre façon de ne pas broncher lorsque les autres doutent de vous, parce que vous n'êtes pas en représentation. Vous êtes aligné. Cet alignement rayonne. Il vous rend stable quand les autres vacillent. Il vous rend magnétique sans avoir besoin d'impressionner. Vous n'avez pas besoin d'une feuille de route parfaite, mais vous avez besoin d'une direction qui parle à votre âme. Quelque chose pour lequel il vaut la peine de se lever, de protéger, de se sacrifier. C'est l'encre d'une vision disciplinée. C'est ce qui donne un but à vos jours difficiles et une satisfaction plus profonde à vos petites victoires. C'est ce qui transforme l'effort en dévotion, la routine en rituel, et la vie en quelque chose qui semble conçu, et non simplement survécu. Alors, si vous avez tout fait correctement, mais que vous vous sentez toujours à côté, prenez du recul. Non pas pour trouver plus de choses à faire, mais pour vous souvenir pourquoi vous avez commencé. Votre vision ne criera pas. Elle murmure. Et si vous êtes assez silencieux,
assez immobile, assez honnête, vous l'entendrez. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous réaliserez que chaque moment de discipline n'a jamais été une simple question de contrôle. Il s'agissait toujours de devenir, de construire quelque chose dans lequel vous pourriez vivre, et non pas quelque chose dont vous chercheriez à vous échapper. Car en fin de compte, la discipline est le moteur, mais la vision est la route. Et quand ils avancent en synchronie, vous ne faites pas que vous déplacer. Vous arrivez tranquillement, avec constance, chaque pas étant cousu à quelque chose de réel. C'est ainsi que l'on construit une vie qui n'a pas seulement l'air solide, mais qui est inébranlable. Chaque pas que vous faites avec clarté devient une graine pour la vie que vous êtes destiné à bâtir. La discipline seule peut vous faire avancer, mais lorsqu'elle marche main dans la main avec la vision, vous ne vous contentez pas d'avancer, vous devenez inarrêtable. Restez concentré, restez ancré, et souvenez-vous, le travail silencieux que vous faites aujourd'hui façonne la force qu'ils ne verront jamais venir.